Président, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous venez de passer 40 jours en détention à la gendarmerie. Quels sont les sentiments qui vous animent en ce moment? Sentiment de révolte contre la violation des droits de l'homme, la violation de mes droits subjectifs, parce que mon immunité n'a pas été régulièrement levée, elle ne m'a jamais été signifiée. Et ce qu'il y a aujourd'hui, ce qu'il y a aussi donc, dans cette procédure, c'est l'obligation d'écouter donc, en tout cas la personne qui est mise en cause. Donc je n'ai pas été écouté et on ne m'a pas non plus signifié donc, la levée de mon immunité. Donc j'ai été gardé pendant 40 jours en prison avec mon immunité. Ça veut dire que l'immunité ne sert à rien. La deuxième chose, c'est que j'ai été torturé physiquement, moralement, psychologiquement. Les lois de la République togolaise disent que tout ancien Premier ministre, tout ancien président de l'Assemblée nationale a rang de ministre d'État. Je crois qu'au camp, personne de toute façon n'avait de ce grade-là. Mais j'ai été embêté, du moins par les capitaines qui faisaient de mon enquête. Ils n'ont pas voulu, du moins, respecter mon droit de disposer d'une assistance juridique avant l'ouverture de l'audition. Et j'ai dit, sans mon avocat, je ne parlerai pas. Bon, ils étaient obligés, au bout de la 3e journée, donc, de me donner un avocat ou de m'autoriser à faire venir mon avocat. Ce que j'ai observé, du moins, à la prison de Lomé, je dis, nous sommes au Moyen-Âge. C'est inadmissible que dans une cellule de 12 mètres carrés, qui est donc 3 gendarmes lourdement armés qui vous gardent, qui ferment la porte, qui gardent la clé, et quand ils sont épuisés, ils dorment. Quand vous voulez du moins vous soulager, bon, c'est dans des seaux d'eau ou du moins dans des bouteilles d'eau minérale, ou si vous voulez aller plus loin, vous prenez du moins des sacs plastiques. Je dis, c'est triste qu'au XXIe siècle, sous Fort Nyansingbe, que cette réalité-là soit cachée du moins au monde entier. C'est en cela que je lance un appel aux organisations de défense des droits de l'homme de venir donc visiter nos prisons et les centres de détention à l'intérieur donc des différents camps de Lomé pour humaniser la relation du moins entre les geôliers et également les victimes. Mais pour ce qui me concerne, je dis bien que je suis blanc comme neige et je défie Fort Nyansingbe lui-même et tout son entourage d'apporter la moindre preuve donc à la face de la communauté nationale et internationale pour dire que Agbeoumé a été le cerveau et le bras financier, comme du moins leur laudateur, du moins, mais on coutume donc de le chanter donc sur les médias nationaux et internationaux depuis que nous fûmes du moins abusivement interpellés, séquestrés, en tout cas pendant les 40 jours. Pour ceux qui sont aujourd'hui encore en détention, membres donc du CSP, je lance un appel à la communauté internationale donc d'intervenir rapidement pour leur libération, parce que je crois que la vérité donc se fait jour aujourd'hui. Il était question donc, selon en tout cas des experts et selon des témoignages, que c'est du kérosène avec lequel donc on a commencé de pas incendier donc le 3e niveau, ou du moins le dernier étage donc du grand marché de Lomé. Mais la puissance du feu a fait que les imposteurs ont dû donc se rabattre donc au 1er niveau, en tout cas au rez-de-chaussée, et ils ont mis également le feu. Mais entre-temps, ils ont commis des forfaitures. Donc, des biens, des marchandises ont été retirés. Certains ont été prévenus. Et puis, en fait, de toute façon, les imposteurs ont emporté donc, avec eux à la fois de l'argent et également donc, des tissus paille et d'autres marchandises. Au total, je dis bien, c'est une opération de diversion. C'est une opération d'enfumage, de camouflage qui, du moins, pousse le pouvoir à jeter du moins le discrédit donc, sur le collectif Sauvons le Togo, qui est aujourd'hui, je dirais, l'entité à la fois mouvement citoyen et politique qui mobilise aujourd'hui les Togolais, qui incarne et cristallise l'espérance des Togolais. Et je pense que le pouvoir, donc, trouvant là que c'est une force qui l'oblige à faire du moins les réformes avant d'aller aux élections, il faudrait les discréditer en les opposant du moins aux femmes de toutes les conditions du pays. Voilà ce qui s'est passé et je dis bien que la vérité, quelle que soit en tout cas la manière dont on veut la masquer, finit toujours de ne pas s'imposer.
Donc je suis libre et je dis plus que jamais, je suis déterminé de toute façon à poursuivre aux côtés de nos collègues du CST, aux côtés de toutes les entités qui veulent œuvrer pour un Togo libre et démocratique où les élections ne soient pas plus des mascarades où du moins les vainqueurs sont désignés du moins à l'avance. Nous voulons également au Togo où la présomption d'innocence soit une réalité et non une présomption donc, de culpabilité de toute façon comme aujourd'hui. Donc le SCI que nous appelons service de recherche et d'investigation qui est réellement donc un service, je dirais, de répression donc inhumain. Donc il y a des réformes à faire. Alors, par rapport à, parlant de vos amis du CST, est-ce que lors de votre détention, vous avez eu leur soutien? Je crois que le CST a fait plusieurs conférences de presse pour de toute façon démontrer l'innocence et je dirais du moins l'absurdité des interpellations des différentes personnalités donc, qui sont gardées à la gendarmerie et qui furent inculpées. Le CST a saisi la communauté internationale et je pense que l'avalanche de condamnation donc, de la position du gouvernement du monde togolais, de cette avalanche-là, est de nature à montrer l'ampleur et l'intensité, l'engagement donc, de nos collègues du CST à faire en sorte que le droit soit dit, que la vérité donc soit établie et que les vrais coupables de toute façon soient en tout cas démasqués et punis. Nous avons, le CST a dénoncé, si vous voulez, la partialité de l'enquête. On a ciblé donc, les gens d'une formation politique, alors que donc, pour une enquête nationale, je pense quand même qu'aucun détail de toute façon ne devrait être négligé. En vous entendre parler, M. Agbeou Mikodjo, on a comme l'impression, comme si vous connaissez les auteurs de ce coup. Vous savez, j'ai été ministre de l'administration territoriale et de la sécurité dans ce pays, dans le moment les plus difficiles. J'ai devenu le levier au niveau donc, du gouvernement qui a organisé les élections, les élections référendaires donc, du 27 septembre 1992. J'ai eu à conduire également de toute façon des enquêtes dans le pays. Je considère qu'on ne fait aucune enquête comme ça. Le SRI est devenu, si vous voulez, un bras politique donc, du RPT, de UNI. Et je considère quand même que quand on veut construire une démocratie, il y a quand même des principes qu'il faut respecter. Et ces principes-là doivent être des principes républicains de justice, de droiture, à la fois morale et également éthique. Mais je crois que toutes ces valeurs-là, du moins, sont désertées, si vous voulez. En tout cas, tout le processus donc, de cette enquête-là et séance-là que nous réaffirmons ici, que ici et maintenant, que le pouvoir de toute façon libère rapidement de toute façon. Mais maintenant, s'il fait autre chose, vous verrez du moins ce qui va se passer après. Je ne suis pas Dieu. Alors, M. Agbeou est maintenant en liberté provisoire. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'allez-vous faire? Je suis en liberté provisoire. Si j'ai un combat à faire, c'est d'avoir ma liberté totale. Les criminels ne peuvent pas être dehors et les innocents de toute façon vont être victimes de restrictions de liberté. Liberté provisoire, pourquoi? Parce que est-ce que de toute façon, pendant l'enquête, pendant les auditions, pendant les confrontations, est-ce que du moins ceux qui ont du moins conduit cette opération, je dirais, de manière assez musclée, est-ce qu'ils ont confondu Agbeou? Est-ce que quelqu'un est venu témoigner qu'Agbeou lui a donné de l'argent pour aller faire quelque chose? Est-ce que quelqu'un est venu dire qu'Agbeou lui a confié une telle mission? Je pense quand même que le ridicule ne tue pas. Si le ridicule tuait, je crois que tous ces gens-là, en tout cas, on les aurait déjà enterrés. Alors, M. Agbeou, dites-nous, quelles sont les charges qui sont retenues contre vous? De quoi il s'agissait concrètement? Non, en fait, si vous voulez, hein, factuellement, je considère peut-être de l'acharnement, je comprendrais, ou de l'incompétence. Moi, j'ai été au lit vers 23 h, mais autour de 2 h du matin, j'ai été, comment je dirais, réveillé par un appel téléphonique. Et le temps de prendre, donc le téléphone a cessé de résonner. Mais j'ai pris le soin quand même de rappeler la personne. La personne ne m'a pas répondu. Et elle se justifiera de mon plus tard qu'elle était donc sous émission et qu'elle n'a pas entendu. Et je crois que c'est cet appel-là que j'ai appelé devant la commission d'enquête comme un appel assassin qui justifie, selon eux, mon interpellation. Selon eux, ils ont donné comme contenu donc, à cet appel que le bonhomme disait que ça y est,
Ça a commencé. Je dis, écoute, moi, je n'ai pas entendu, il n'y a pas eu de, comment je dirais, d'échange entre la personne et moi. Mon Black Mary fait, comment je dirais, témoigne. Et également, le relevé de mes appels téléphoniques au niveau donc, du Togocel également a démontré qu'il n'y a jamais eu d'appel entre cette personne-là et moi. Et donc, l'allégation mensongère selon laquelle quelqu'un m'aurait dit que oui, que ça commence, en tout cas, est une fausse, est une fausse allégation. Bon, maintenant, les confrontations de monstres qui ont été faites entre la personne et moi témoignent réellement qu'il a tenté de m'appeler. Enfin, il a voulu appeler quelqu'un d'autre qui s'est trompé. Donc, c'est lui-même qui a interrompu de mon l'appel. Et ensuite, quand je l'ai appelé, il n'a pas entendu. Donc, c'est pour cet appel-là, voilà, qu'on m'a appelé, enfin, on m'a interpellé et qu'on m'a inculpé comme complicité. Donc, inculpé pour complicité dans cette histoire d'incendie du monde. Alors, je ne sais pas avec qui je suis complice pour le moment, donc je ne connais pas encore les auteurs. Voilà, peut-être que la suite de l'enquête le déterminerait. Alors, M. Guéomé, un dernier mot pour le peuple togolais. Demeurer dans l'espérance. J'invite le peuple togolais, et je le ferai en tout cas moi-même, dans d'autres occasions, à prendre donc la prière donc, de Saint François d'Assise. C'est-à-dire que là où il y a la haine, mettons l'amour. Là où il y a la guerre, mettons la paix. Le peuple togolais soit l'instrument d'amour et de paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une solution spirituelle pour le problème togolais. Si nous avons donc d'amour et de paix, je pense que nous allons accélérer le processus de transformation et d'alternance de ce pays. J'ai une forte conviction. Je pense que nous sommes arrivés du moins à un niveau critique et que ou bien Fort et ses amis se laissent toucher par le cœur du monde, comment je dirais, de Jésus, c'est-à-dire que leur cœur devienne des cœurs de chair et non des cœurs de pierre, pour que nous puissions cheminer ensemble et construire ce vouloir vivre ensemble. Mais s'ils sont sourds à ce message divin, je suis sûr que, en tout cas, le changement ou l'expression mieux de Jéricho, du moins qui devient une phobie pour Fort et ses amis, en tout cas, par nos chants et par nos prières, par du moins des instruments de paix et d'amour, le changement viendra. En tout cas, ici et maintenant, en tout cas, sans aucune contrainte, parce que la colère de Dieu risque de s'abattre sur ceux qui ne veulent pas l'écouter. Cher Guéomé, merci. C'est plutôt moi qui vous remercie.